Alors pour tracer ces perspectives, euh, on est à la fin de l'introduction, hein, donc on termine l'introduction encore deux ou trois slides, deux ou trois diapositives. Mais pour tracer ces perspectives, je formule quelques hypothèses qui me paraissent raisonnables sur perspective du marketing ressources humaines et de la marque employeur en gestion des ressources humaines. Alors d'une part, euh, il y a de nombreux facteurs qui font évoluer les ressources humaines ou le capital humain dans et hors de l'entreprise. Mais avec un impact sur l'entreprise, hein, si ces facteurs sont en dehors de l'entreprise. Il y a premièrement une tendance quand même que je figure sur la diapositive à une baisse du salariat classique, des contrats à durée indéterminée, des CDI notamment, qui est liée à différents facteurs, cette baisse du salariat classique, dont l'évolution démographique. Euh, Dans la baisse du salariat classique, au-delà de l'évolution démographique, il y a également le fait que euh, les entreprises, beaucoup d'entreprises sont de plus en plus réticentes à subir les contraintes liées au statut d'employeur, c'est-à-dire pour faire simple les contraintes du droit du travail. Et on voit se développer depuis, disons, les années 80-90, des formes d'externalisation du travail, c'est-à-dire que les entreprises ne font plus faire par leurs propres salariés un certain nombre de choses, un certain nombre de services. On externalisé le nettoyage des locaux, on a pu externaliser le gardiennage des usines, des ateliers, des magasins. On a pu externaliser également, comment dirais-je, l'informatique, ou certains services informatiques, parce que c'est très pointu et que finalement, on n'a pas besoin tout le temps, croit-on, hein, en tout cas, de personnel salarié s'occuper de l'informatique. On a pu externaliser des services comme les cafétérias, la restauration en entreprise, etc. Donc, on a pu externaliser aussi peut-être certains aspects de transport, de livraison, etc. Donc vous voyez que des choses qui auparavant étaient faites par les entreprises elles-mêmes peuvent être faites par d'autres à l'extérieur, qui peuvent être des entreprises aussi qui emploient des salariés. Donc là, je dirais simplement, ça change d'employeur. Mais ça peut être aussi, par exemple, des micro-entrepreneurs ou des petites entreprises qui n'ont pas de salariés, qui sont en quelque sorte, qui travaillent, comme on dirait maintenant, comme on dit, en freelance, etc. Vous voyez un peu l'idée, et ça, au fond, l'entreprise, dans ce cas-là, y compris avec l'intérim, enfin le travail temporaire, va payer un service à un fournisseur et ne va pas payer un salaire à un employé. Et ça joue hein, sur la baisse du salariat classique, alors quelles qu'en soient les raisons, c'est cher, c'est dur, c'est contraignant, bon ok, je ne rentre pas là-dedans, mais il y a cette tendance à la baisse qui peut remettre en cause ou faire évoluer les ressources humaines euh, et donc le marketing RH et la marque employeur. Deuxième aspect, on assiste aussi à l'émergence ou au retour d'autres formes de collaboration, donc en complément de ce que je viens de dire, à savoir des travailleurs individuels, mais qui sont comme des salariés, sauf qu'ils ne sont pas salariés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un travailleur individuel qui est à son propre compte, mais qui ne va dépendre d'un nombre très très faible de clients. Ou peut-être que d'un seul client, d'une seule entreprise. Donc il travaillera comme un salarié, sauf qu'il n'aura pas les garanties statutaires d'un salarié. Et pour l'entreprise et pour l'employeur ou l'ex-employeur, ça sera facile, il payera la facture. Et puis, il ne se préoccupe pas de savoir comment le travail est fait, s'il est fait par telle ou telle personne, s'il a fallu plus de temps, moins de temps, etc. Troisième élément hein, d'évolution qui va peser hein, sur le capital humain, euh, on a de plus en plus, et ça c'est une contrainte intéressante mais énorme pour la gestion des ressources humaines dans l'avenir, à un niveau pointu, euh, dans une même organisation ou dans une même entreprise, on a l'augmentation de la diversité des statuts et des attentes des collaborateurs. Autrement dit, on multiplie les types de statuts, les types de contrats, selon l'âge des personnes, selon que c'est aidé ou pas aidé, selon que c'est à durée déterminée ou à durée indéterminée, selon qu'il s'agit d'un contrat d'usage, selon qu'il s'agit de travaux dangereux, enfin, bon, il y a non pas une infinité, mais il y a une grande quantité de statuts possibles à l'intérieur de l'entreprise. Je ne parle même pas des stagiaires. Mais au fond, cette diversité des statuts
rend les personnels employés à l'intérieur de l'entreprise, physiquement présents dans l'entreprise, quel que soit leur statut, qu'ils soient intérimaires, qu'ils soient stagiaires, qu'ils soient CDD, qu'ils soient CDI, qu'ils soient morts, etc. Ça diversifie leurs attentes, mais ces attentes, c'est quasiment toujours l'employeur qui doit y répondre, sauf peut-être dans le cadre de l'intérim, si vous voulez, enfin du travail temporaire. Donc vous voyez que c'est complexe, et cette complexité des statuts et des attentes des collaborateurs, quel que soit donc leur statut, va engendrer une grande complexité pour la gestion des ressources humaines dans la firme. Ça va être un des enjeux des prochaines années, même si bon, on ne sait pas trop, on ne peut pas prédire l'avenir avec certitude, mais on voit bien que le système d'homogénéité du salariat, des carrières à l'intérieur de l'entreprise est en train d'éclater à grande vitesse. En moins d'une génération, les choses changent. Et tout ça, ça aura forcément un impact sur la gestion des ressources humaines et les gestionnaires des ressources humaines gérer la complexité. Sans même parler des problèmes nouveaux liés à la gestion des données personnelles, à la gestion sanitaire, au congé, au télétravail. Bon, je ne parle même pas de ça. Dernier point sur cette diapositive, pour évoquer cette évolution un peu des ressources humaines, du capital humain, c'est que la notion de carrière ne structure plus justement la vie de travail. Il y a encore longtemps, on avait des entreprises qui étaient dominantes, hein, des entreprises assez fortes, et puis tout autour, je dirais, un nuage de petites entreprises souvent. Dans les entreprises balèzes, entre guillemets, les gens, alors que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur des transports, le secteur financier, etc., banque, assurance, transport aérien, transport maritime, transport routier, production d'électricité, etc., etc., construction, enfin industrie automobile, et pendant très très longtemps, donc dans ces grands secteurs, bien sûr fonction publique aussi, État, collectivité territoriale, la notion de carrière structurait le travail. Mais depuis 20 à 30 ans, moins d'une génération, dirons-nous, une vingtaine d'années, le discours officiel, quand je dis discours officiel, c'est les gouvernements successifs, le patronat, les syndicats de salariés, les institutions d'enseignement et de formation professionnelle, etc., tous convergent pour faire entrer dans les esprits les bienfaits de la mobilité géographique ou professionnelle. Je remarque d'ailleurs, c'est encore un truc, même si ça a la vie dure, mais ça vient après une démarche analogue, hein, il y a quelques années aussi, pour bien faire pénétrer dans les esprits là aussi la notion de polyvalence et ce que j'appellerais, enfin c'est un mot que je crée, enfin, une sorte de démestiarisation. Démestiarisation, c'est-à-dire nier la notion de métier. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde peut tout faire, hein. Ben, tu peux taper à la machine, tu peux réparer un moteur, tu peux dépanner un ascenseur, tu peux réparer une photocopieuse, Enfin, tout le monde est censé savoir faire. Et donc, cette polyvalence qui précédait la mobilité géographique ou professionnelle quand même bien fait, en fait, je ne sais pas où est le bienfait. Je veux dire, on était à 400 000 chômeurs en 1967, on est à 4 millions de chômeurs maintenant, quoi. Et de manière continue et structurelle. Et ça n'est pas un gouvernement, ça n'est pas une crise, ça n'est pas, je veux dire, on ne peut pas dire, ah bah tiens, oui, mais c'est la crise de 2009, hein. Ou alors, ah bah non, mais c'est la crise du coronavirus. Oh bah non, mais c'est la crise de 2008 des subprimes. Non, non, non. Euh, on dirait, ça marche pas comme ça, hein. C'est le chômage a augmenté de manière en tendance, en trend, en tendance continue. Le chômage n'a pas cessé d'augmenter. La tendance est très très nette, elle est régulière et elle reflète en quelque sorte c'est l'image d'une restructuration de l'économie et de l'emploi. Et c'est pas. Alors les crises peuvent accélérer ou les périodes de croissance peuvent ralentir, mais la tendance est établie. Et cette tendance, elle repose sur ça, sur cette mobilité, etc. Alors est-ce que la mobilité géographique et professionnelle, la polyvalence, la démestiarisation est une conséquence ou est-ce que c'est une cause ou les deux à la fois, hein, une conséquence et une cause, et donc c'est une sorte de cercle, cette fois non pas vertueux mais infernal.
ou vicieux. Bon, effectivement, il peut y avoir ça, mais l'idée de faire que la majorité des travailleurs de base soient de plus en plus interchangeables, c'est une idée qui date vraiment il y a 20 ou 30 ans dans sa mise en application et qui a été conçue au milieu des années 70. Et là, on se retrouve vraiment dans cette situation. Alors on peut ajouter aussi que la digitalisation, comme on dit, offre aussi des conditions nouvelles à cette situation. Juste quelques mots là-dessus pour terminer. La digitalisation, le numérique et son impact grandissant sur les ressources humaines. Bon, effectivement, il y a de nouvelles tendances qui portent la gestion des ressources humaines à être accélérée, boostée par la digitalisation. Alors je donne quelques exemples dans la diapositive de cet impact grandissant de la digitalisation sur les ressources humaines. C'est en vrac, je dirais, c'est pour le soumettre à votre réflexion, à d'autres réflexions communes. La digitalisation, elle impacte les qualifications, non seulement dans les cursus d'apprentissage, dans les cursus scolaires, universitaires, etc., supérieurs, mais elle impacte aussi les qualifications dans ce qu'on demande aux salariés de savoir faire. Il est inconcevable à l'époque actuelle de ne pas savoir telle ou telle chose en matière de digitalisation. Donc il y a une sorte de, pas de discrimination, parce que les situations sont différentes et donc les traitements sont différents, mais il y a une sorte d'écart qui se crée de plus en plus entre les jeunes et les vieux, et puis au milieu, il y a ni jeunes ni vieux, qui sont peut-être pas aussi pointus que les jeunes, mais un tout petit peu plus pointus que les vieux. Donc il y a ces problèmes de qualification qui retentissent, donc, comme vous le voyez sur la diapositive, enfin, il n'y a pas de... j'ai mis tout ça en vrac, mais ces problèmes de qualification ont un retentissement sur les méthodes de travail aussi. Vous correspondez par mail, par smartphone, par téléphone, vous écrivez vous-même vos messages, il n'y a plus de lettres, le formalisme tend à disparaître. Les méthodes de travail aussi ont des conséquences justement avec les équipements qui vont avec sur la séparation entre vie privée et vie professionnelle, c'est-à-dire que quand les gens, il y a 70 ans, 60 ans, 50 ans, n'avaient pas de téléphone chez eux, ils rentraient chez eux, ils étaient tranquilles, le patron ne venait pas les ennuyer à leur téléphoner pour savoir s'ils avaient fait ça ou ça, imaginons. Désormais, avec les moyens de communication divers et variés, smartphones, messagerie, etc., en fait, la limite entre la vie professionnelle et le travail, elle existe toujours, bien sûr, y compris bien, au plan légal, mais elle peut matériellement être chevauchée. Transgressée en quelque sorte. Donc ça aussi, ça évolue, c'est une évolution qui porte sur les méthodes de travail. La formation, bien sûr, est liée aussi à ces aspects de digitalisation, les possibilités de, comme on dit, d'e-learning. Les conditions de travail, bon, j'évoquais un peu la séparation entre vie professionnelle et vie privée. Les conditions de travail sont également impactées par la digitalisation. On peut essayer de faire ensemble une liste de ce qui est impacté et comment c'est impacté. Bien sûr, le télétravail. On ne parle que de ça. Je pense que il y a des occasions qui ont été manquées de mettre en place réellement des structures de qualité en matière de télétravail. Je crois que cette affaire n'est pas bien prise au sérieux malgré les injonctions gouvernementales et les discours, etc. Dans beaucoup de cas, le télétravail n'est pas bien admis. Supposer même qu'il soit admis, c'est pas nécessairement, et si c'est mal encadré, toujours une bonne affaire pour les salariés ou pour l'employeur. Donc il faut vraiment que cette question soit réfléchie, bien encadrée et basée naturellement sur des éléments de volontariat réels. Le rôle des réseaux sociaux aussi impacte, c'est-à-dire que quand ça va mal dans une entreprise, imaginons, quand ça va mal dans une entreprise, on peut retrouver des messages pas forcément très sympathiques pour l'entreprise, de la part par exemple des salariés sous des pseudos ou autres. Ça peut arriver, on peut tout imaginer. Des communautés peuvent se structurer, sont structurées autour aussi des outils numériques, le cloud computing, les big data, l'ubérisation, bien sûr.
Alors on dit maintenant plateformisation parce que le- bon, la langue se crée tout le temps, mais il y a aussi ce pouvoir d'inventer les termes. Donc plateformisation, c'est-à-dire qu'en fait une économie de plateforme, il n'y a plus que des salariés, enfin pas des salariés, des entrepreneurs individuels qui sont liés à des clients à travers une plateforme. Bon, ok. Ça change les choses et ça rentre aussi dans le domaine de ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'évolution du salariat. Les possibilités de travailler de manière collaborative avec les collègues, hein, avec les moyens informatiques, comme on dirait. Et ce qu'on appelle les communautés de pratique, par rapport à des outils informatiques, la gestion de la paye. Récemment, la mise en place en 2017 de la déclaration sociale nominative en matière salariale, enfin de paye, et la création du prélèvement à la source. Hein. Donc on est vraiment dans ce Big Brother de 1984, hein. Cet ouvrage célèbre de George Orwell. On est vraiment dans ce type de situation. Prélèvement à la source, sécurité sociale, toutes les données sont concentrées et peuvent être exploités ou volés, hein. Si des hackers ont réussi à voler Google ou Facebook, etc., je pense que c'est pas les systèmes publics en France qui résisteraient longtemps à de véritables attaques où on prendrait les dossiers de plusieurs millions de personnes, les dossiers enregistrés de plusieurs millions de personnes, comprenant les données sur la vie privée, les remboursements de sécurité sociale permettant de découvrir, tiens, telle ou telle personne est soignée pour ça ou pour ça, etc., etc. Mais après de vendre ça aux assurances qui refuseraient de vous assurer. Enfin bon, vous voyez un peu l'idée de ça. Bon, je m'égare. Alors, sur cette digitalisation, je vous demande de rechercher d'autres impacts possibles du numérique ou du digital sur les ressources humaines. Essayez de diviser votre approche à partir des différents thèmes qui sont listés dans le paragraphe, qualification, méthode de travail, etc. Et tout simplement de jeter, hein, quelques idées là-dessus, ou de rechercher si besoin des idées pour compléter, hein, ce que je viens de dire qui était très très élémentaire. Alors, après cette introduction, je vous propose maintenant d'entamer la première partie du cours relative à la firme et à ses objectifs en matière de marketing RH. On va essayer de mettre en évidence ou de rappeler, hein, les mobiles de la firme. Euh, En d'autres termes, qu'est-ce qui détermine l'offre d'emploi émanant de la firme? On verra après dans la deuxième partie, hein, qui est en grisé sur le plan, qu'est-ce qui détermine en général le comportement des candidats à l'emploi ou des salariés, des collaborateurs déjà installés. Autrement dit, qu'est-ce qui détermine le comportement donc des collaborateurs et des futurs collaborateurs. Et puis on terminera ce cours en examinant quelques techniques de base, hein, du marketing RH.